Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Madea Victoire, donc ma chaîne dédiée à l'ancien. Donc cette vidéo sera un unboxing de tous mes achats rapatriés via Colis Expat. Donc là je vais vous faire une petite intro comme ceci, et ensuite j'enchaînerai sur l'unboxing que j'ai fait le jour où j'ai reçu le colis pour vérifier ce qu'il y avait dedans. Donc dans la prochaine partie de vidéo, donc la partie unboxing, je ne serai pas habillée comme ça, je serai beaucoup moins glamour puisque j'ai reçu le colis avant d'aller au travail et j'ai fait la vidéo et je l'ai déballé tout de suite pour voir ce qu'il y avait dedans et pour être sûr que j'avais tout bien reçu. Donc là cette intro va me servir à vous faire un topo sur Colis Expat. Je vous en ai déjà parlé sur une de mes vidéos par rapport à la boutique Thrifters Anonymous qui se base aux États-Unis et qui ne livrait pas en France. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Colis Expat, donc Colis Expat pour expatrier, vous vous inscrivez sur le site, vous payez ou pas un abonnement. Alors l'abonnement à l'année c'est 14 €. Donc voilà, vous payez ou pas l'abonnement. En tous les cas, lorsque vous vous inscrivez sur le site, on vous donne des adresses d'entrepôt partout dans le monde. Il n'y a pas que les États-Unis. Par exemple, si vous voulez commander en Angleterre, mais qu'avec le Brexit, vous voulez éviter certaines taxes, vous pouvez avoir un entrepôt, enfin une adresse d'un entrepôt, et vous faire tout rapatrier. Et donc moi c'est ce que je fais aux États-Unis. Donc tous les colis que je commande aux États-Unis qui ne livrent pas en France ou alors qui ont des prix de livraison excessifs, je les envoie à mon entrepôt aux États-Unis. Colis Expat me regroupe ceux que je demande à être regroupés et me le rapatrie en France. Voilà, ça c'était pour Colis Expat. Et pourquoi j'ai décidé de commander des choses aux États-Unis, c'est parce que j'ai découvert il y a de ça, je pense, 1 an maintenant, qu'il y avait une friperie aux États-Unis qui s'était mis à vendre en ligne. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis fan du site Label Emmaüs. Donc ceux qui me suivent le savent, Label Emmaüs, il y a de ça 5 ans, a ouvert une boutique en ligne qui regroupe tous les Emmaüs de France et donc vous pouvez acheter en ligne. Il s'avère qu'aux États-Unis, le groupe la franchise Goodwill a fait la même chose, donc je vous mettrai le nom quelque part par là. Donc Goodwill c'est un peu comme Emmaüs, c'est une friperie qui est en franchise, c'est-à-dire que vous la trouvez un peu partout dans les villes aux États-Unis. Il y en a comme ça plusieurs grands groupes de friperies. Vous avez donc Goodwill, vous avez Savers, bref, vous en avez plein d'autres qui sont des boutiques que vous pouvez retrouver partout aux États-Unis qui disposent leurs magasins de même manière. Mais ça reste une friperie, vous y trouvez de tout. Et il y a un an et demi, j'ai découvert que Goodwill faisait le même principe que Label Emmaüs. Ils regroupaient certains produits partout aux États-Unis et le vendaient sur leur plateforme internet, donc qui s'appelle Goodwill comme le nom, comme l'enseigne en fait, tout bêtement. Mais évidemment à l'époque ils ne livraient pas à l'international, je dis bien à l'époque parce que maintenant apparemment certaines boutiques le font. Donc tout ça pour vous dire que je me suis ouvert un compte Colis Expat pour pouvoir commander des choses chinées à Goodwill et me les faire rapatrier en France. Il faut savoir que, évidemment, dans les friperies aux États-Unis, on trouve des produits différents de nos friperies à nous, forcément, puisque ce n'était pas le même mode de consommation ou les mêmes produits il y a 80, 70 ou 50 ans, et donc je trouve des petits trésors. Je fais aussi cette intro parce que j'ai fait des erreurs quand j'ai acheté des choses. Donc, à savoir que le site Goodwill, contrairement à Label Emmaüs, marche soit en achat direct, soit comme eBay en enchères. C'est-à-dire qu'il y a des produits que vous ne pouvez pas acheter directement, il vous faut faire des enchères qui durent le maximum c'est 5 jours, c'est-à-dire que en gros quand ils mettent un produit en vente, il se passe 5 jours avant que l'enchère se clôture, voilà à peu près. Donc il y a des produits où j'ai trop enchéri, ça a été mon erreur. Voilà, faut trouver le juste milieu de ce que vous voulez acheter et le prix que vous voulez mettre dedans. Donc moi vous me connaissez, je suis un petit peu trop au taquet, donc voilà, il y a certaines choses, alors je ne regrette pas, mais en enchère c'est un peu compliqué. Moi je suis un petit peu une joueuse, hein, vous savez, donc c'est un peu compliqué de se calmer. Maintenant je le fais mieux. Mais il y a autre chose auquel je ne pensais pas, puisque ce n'est pas tellement dans notre système en France, c'est que donc vous avez, vous achetez votre produit, donc vous avez les frais d'envoi. Faut savoir que d'une, Goodwill ne passe que par FedEx, et vous avez des frais d'envoi qui sont
comme ça, c'est-à-dire que moi j'ai acheté un produit à 8,99 $, les frais d'envoi étaient à 16 $. Voilà, FedEx, ils n'ont pas choisi le système, ils ont choisi certainement le système le plus fiable, mais pas le moins cher. FedEx, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Là où je me suis fait avoir, j'ai enchéri sur des cartons à chapeau, parce que donc, vous voyez, j'ai énormément de chapeaux, et là, ils sont pas tous là. Les 3 cartons à chapeau m'ont coûté 9 $. Je suis tombée sur des frais de port à 75 $, il me semble. Donc, mon souci, c'est que moi, étant habituée à des petits frais de port, j'ai pas tilté qu'en termes de volume ça allait me coûter aussi cher, parce que vous inquiétez pas, normalement quand vous cliquez sur la fiche produit, vous avez accès, ils vont vous calculer en fait vos frais de port. Donc moi je mets l'adresse de mon entrepôt aux États-Unis, ils me calculent. Mais j'ai jamais pensé à faire ça, puisque tout ce que j'achète en général c'est des chapeaux, des petits bijoux ou des sacs à main, c'est pas énorme. Là j'ai pas pensé qu'on passerait de 10 $ ou 16 $ à 75 $ quand même, j'aurais pas cru. À savoir que ce carton à chapeau, je vais me le faire rapatrier avec d'autres produits des États-Unis. En tout, ça va me coûter 100 $ de me le faire revenir des États-Unis en France avec tout ce qu'il y a, avec d'autres colis avec. Et donc du coup, ça me coûte moins cher que de l'envoyer des États-Unis aux États-Unis quand même. Bref, donc faut penser aux frais de port. Ça passe par FedEx. Et le troisième point, c'est que chaque État aux États-Unis a sa propre taxe. Donc en gros, quand j'achète un produit, je vous mettrai une photo, vous avez votre produit hors taxe, vous rajoutez les frais de port, vous rajoutez les taxes de l'État, donc en général c'est entre 1 $ et 3 $, voilà, selon l'État. Donc oui, entre États, je sais pas moi, si j'habitais en Géorgie et que je fais commander du Texas, je vais payer des frais en plus de taxes, parce que je fais importer un produit d'un état à l'autre. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si moi, dans les Deux-Sèvres, je faisais importer de la région PACA, et que la région PACA me demandait de donner un petit pourcentage de taxes, parce que je leur fais livrer un produit chez moi dans les Deux-Sèvres. Donc c'est comme ça, donc vous rajoutez ces frais-là, et vous avez les frais, donc ils appellent ça, donc je vous le mettrai, hein, c'est handling je pense, donc c'est les frais d'emballage en fait, qui sont pas énormes non plus, mais mine de rien, il m'est arrivé d'acheter un produit 10 $ et d'en avoir pour 20 $ de plus en tout, entre les taxes, le handling et les frais de port. Donc voilà, l'intro est un peu longue, mais si jamais ça vous intéresse de commander sur Goodwill, pensez à tout ça, c'est-à-dire que le prix que vous verrez à la fin de votre enchère ou en achat direct peut être parfois multiplié par 2 quand vous allez payer au final. Donc il faut y penser, surtout qu'en plus moi après j'ai des frais via colis expat évidemment, ce qui est normal, pour les faire rapatrier en France. Donc quand j'achète maintenant des produits sur Goodwill, il faut que je calcule si c'est plus rentable que de les avoir en France. Et vous me direz pourquoi acheter tout ça aux États-Unis. Et bien comme je disais au tout début, c'est tout simplement à cause de certains produits qu'on ne trouve pas en France, comme lui. Que vous verrez donc dans cette vidéo, voilà, des choses comme ceci que je ne trouve pas forcément en France. Bref, voilà mes petits loulous, mon intro était longue mais je voulais tout bien vous expliquer. Donc là je vous quitte là et je vous présente le premier déballage, et là je vais enchaîner sur un autre déballage pour mon autre chaîne. Donc voilà, j'espère que vous avez tout bien compris, j'espère que je ne me suis pas trop perdue dans mes explications. Je vous embrasse et je vous laisse pour le haul. Et donc voilà, me revoilà dans une version moins glamour. Je vous ai fait le topo de toute mon aventure en début de vidéo. Vous me retrouvez à même le sol parce que la caméra est en train de charger, tout bêtement. À côté de ma vieille cantine militaire. Et voilà, et ben voilà la taille du colis. Il est clairement immense, mais c'est normal puisque dedans il y a 4 colis. C'est la surprise parce que je ne sais pas tout à fait. Enfin, normalement, si, je sais. Mais j'espère ne m'être pas trompée sur les colis que je me suis fait envoyer, surtout. Parce que j'en ai plusieurs. Et je n'ai pas eu de frais de douane. Donc, voilà. Et ben voilà, je vais essayer de vous ouvrir tout ça correctement. Donc, voilà. Je lutte un peu avec mon colis tellement il est immense. Mais voilà. Il y a un premier colis. Donc voilà, c'est un gros carton qui regroupe normalement 4 colis que je me suis déjà fait expédier. Hop, vous avez le second colis, le troisième,
Et là, vous ne me voyez plus. Et le quatrième qui est tout petit, il est là. Alors, ça, c'est le quatrième. Coucou, je suis là. Donc, je mets tout ça de côté. Ça va être un petit peu une vidéo aventure. Hein. On va commencer par le plus petit. Alors, le plus petit... bon, l'enveloppe a été un peu déchirée. Ça n'a pas l'air de grande gravité. Le plus petit, normalement, ce sont des boucles d'oreilles. Alors là, je ne sais pas si je vous l'aurais expliqué en début de vidéo, mais j'ai fait un achat un peu rapide, mais c'est pas grave parce que j'aime recycler. Alors un peu rapide parce que ce sont des boucles d'oreilles des années 50-60, il me semble, entre 40 et années 60, mais ce sont des boucles d'oreilles seules, comme on a chez nous des chaussettes qui sont seules parce que la deuxième s'est envolée loin là-bas. On perd toujours une chaussette et on perd toujours une boucle d'oreille. Donc j'ai acheté ce lot un peu à la va-vite, mais d'un autre côté elles étaient toutes... Enfin, moi je trouvais le lot très très beau et je pense essayer de les recycler et d'en faire soit des broches, soit des pinces pour les cheveux, enfin bref, je verrai ça d'ici quelques temps, je vous montrerai si j'en ai fait quelque chose, bon j'en ferai quelque chose ça c'est sûr, ou même en porter une sur deux, bon, ça me gêne pas du tout. Donc voilà, donc c'est arrivé dans une petite enveloppe à bulles et ça se présente comme ceci. La vidéo va être très très longue là parce qu'il faut que je vous présente tout, mais voilà, elles sont toutes dedans. Donc c'est 21, donc c'est écrit en anglais évidemment puisque ça vient des États-Unis. 21 Single Vintage Rhinestones Earring. Donc des boucles d'oreilles vintage qui s'appellent en rhinestones, donc en strass. Donc je vais essayer de vous les présenter aussi vite que possible pour pas que la vidéo soit trop longue déjà au vu de mes explications. Donc vous aviez tout un lot, oh elles sont très jolies. C'est dommage que, alors oui c'est vraiment dommage qu'ils aient perdu leur moitié. Mais par exemple il y avait tout un lot de boucles d'oreilles vertes. Donc, il y a peut-être moyen en fait de tricher. Donc on a celle-ci. Nous avons dans le lot de vert, nous avons celle-ci. Donc des boucles d'oreilles clip. Voilà, plus ou moins anciennes. Ils disent vintage, mais voilà, peut-être années 60. Vous avez celle-ci. Donc, techniquement, celle-ci, je peux les porter en boucle d'oreille parce que vraiment les gens, déjà j'ai mes cheveux qui sont devant et vraiment les gens ne feront pas attention. Ils verront que la couleur en fait. Moi ça me gêne absolument pas. Et il y en a, je vais voir si je peux en faire des broches. Je pense que celle-ci... celle-ci me paraît plus récente, oui, elle doit être plus récente. Très jolie du reste, mais c'est un pendant. C'est à la façon dont c'est fait derrière. Vous voyez, je sais pas si j'en ai une plus ancienne. Vous voyez, derrière c'est quasiment lisse, ici. Comme si ça a été fait d'un seul moule, alors qu'ici on voit bien que ce sont des empiècements par exemple. Donc ça peut vous indiquer l'âge aussi. Donc plus récente, je ne saurais pas vous dire l'âge, mais certainement pas des années 50-60, alors que celle-ci, vous voyez, par exemple celle-ci est beaucoup plus travaillée aussi à l'arrière. Et celle-ci a un petit nom, elle s'appelle Holycraft, donc elle est peut-être pas, je sais pas si elle est si ancienne, peut-être des années 60. Ah non, j'ai une date, 1954, à vérifier avec le nom. Donc celle-ci est comme cela. Et la dernière, alors celle-ci est une plus récente aussi. Elle est en, ils appellent ça screwdriver, donc elle se visse et se dévisse. Elle est faite comme ceci sur le devant. Et vous voyez derrière c'est un peu plus plein, comme celle-ci, que les autres. Ça c'était mes 1, 2, 3, 4, 5 vertes. Ensuite il y en avait dans les tons de bleu. Alors je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres vertes. Il y a celle-ci, qui manifestement est un peu plus âgée. Voilà. Toujours en clip, un peu plus sale, il faudra que je m'en occupe. Elle est comme ceci. Et celle-ci, un peu plus récente, comme ceci derrière, et comme ceci devant. Donc celle-ci, elle se porte dans ce sens par contre, puisque le clip est fait dans ce sens. Je dirais un peu plus récente, mais peut-être des années 60 celle-ci. L'arrière est un peu plus beau que les autres, un peu moins blanc, un peu moins propre, entre guillemets. Ensuite, nous en avions dans les tons de blanc, on va dire, enfin de strass non coloré. Il y a celle-ci. Donc certaines, je pense que je vais essayer de les passer en pince à cheveux. Celle-ci doit être un peu plus récente aussi. En pince à cheveux ou
ou même en, vous voyez, en... Oh, c'est des clips, je pourrais les porter en clip de robe en fait, vous voyez. Donc il y a toujours moyen de recycler ces petites bêtes, pour le peu qu'on ait envie de les recycler. Nous avons celle-ci, même principe, c'est une boucle d'oreille qui se visse et se dévisse. Elle est comme ceci. Mais c'est vrai que j'ai du mal à les dater. Années 60 peut-être, un fond comme ça, un arrière comme ceci. Nous en avons une, techniquement, qui est dans le même principe. Et vous voyez, ça a aussi été la mode de dépareiller les boucles d'oreilles. Je pourrais porter ces deux-là en fait. Il y a des collections comme ça, haute couture, où ils s'amusent à dépareiller les boucles d'oreilles, une pendante et une plus haute. Donc, il y a toujours moyen, comme celle-ci par exemple. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Celle-ci, peut-être un peu plus ancienne. Bon, là, j'ai vraiment du mal à vous les dater. Parce que ce genre de bijoux strass, il y en a eu des années... donc ce sont des bijoux fantaisie d'époque, mais il y en avait des années... ça a commencé à la fin des années 40, il me semble. Ou mi-40 et jusque dans les années 80-90. Après, c'est vrai qu'à partir de 80, déjà l'arrière des bijoux avait changé. C'était moins travaillé. Et années 90, ça avait encore été changé. Et puis au-delà des années 90, ça ne se faisait plus. Disons que ça ne se faisait plus beaucoup. Ensuite, il y a celle-ci. Qui est comme cela. Et par exemple, celle-ci, ce serait pas compliqué de la mettre avec la première que je vous ai montrée. Je pense pas que les gens... De toute façon, les gens regardent rarement, j'ai remarqué, les deux oreilles. En fait, on a toujours des cheveux devant ou autre chose. Alors celle-ci, pour moi, est beaucoup plus récente. Elle n'est pas marquée. Mais celle-ci est définitivement plus proche de nous en termes d'années, je pense. Mais je peux me tromper. Voilà comment elle est faite à l'arrière. Et celle-ci aussi, ça peut être un bijou que vous portez tout seul. Hein. Ou je peux essayer. Celui-ci, je pourrais essayer de me le caler dans les cheveux, par exemple. Là, je vous montre vite fait. Voilà, comme ceci en fait. J'ai une pince à cheveux, une vraie pince à cheveux des années 40, toute petite, hein, et c'est un bijou de cheveux, un bijou strass. Et ben je vais vous dire, elle s'accroche bien parce qu'elle était prise dans mes cheveux. Voilà, j'ai perdu des cheveux d'ailleurs. Mais bref, il y a toujours moyen de les recycler et je l'ai trouvé super jolie. Donc comme je vous expliquais au début de vidéo, le seul défaut c'est les frais de port. Aux États-Unis, les frais de port sont beaucoup plus élevés. Là en tout, bon là ça là encore, j'ai payé 36 $ pour le lot et 8 € de frais de port, mais j'ai certaines commandes où j'ai payé 8 $ pour mon achat et 18 $ de frais de port. Sachant qu'après, bon, je vous ai expliqué ça au début de vidéo, ils ont des taxes par état, donc il faut penser à rajouter ça aussi. Bref, on va continuer parce que je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Nous avons ces deux petites boucles d'oreilles. Dans le terme de blanc nacré, voilà. Une fausse grosse perle, un peu blanc nacré, donc celle-ci pareil, peut-être des années 60. L'arrière me paraît bien travaillé. Et sa cousine, celle-ci, excusez pour mes mains, hein, j'ai pas les mains terribles, je suis en train de voir, qui a juste une petite pente de bleu au-dessus, pareil qui doit être des années 60 peut-être, non peut-être plus récent quand même. Voilà pour celle-ci. Ensuite, il y en avait une toute seule en marron. C'est celle-ci que je pourrais mettre. Elle est assez grosse, vous voyez. Donc je pourrais peut-être la faire passer en clip de robe. Et voilà comment elle est derrière. Hop, évidemment, là je les tripote, mais tout ça à nettoyer. Celle-ci, j'aime beaucoup la couleur. C'est pas souvent que j'en ai des ambres comme ça. Ensuite, nous avons une esselée de toutes les couleurs, mais je la trouvais trop belle. Bon là, je fais vite fait, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des marques. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas, à part une où il y avait quelque chose de gravé derrière. Les autres, non. Donc bon, c'est vraiment des bijoux fantaisie. Alors celle-ci, je ne sais pas si vous verrez bien, parce que vous avez une pierre jaune, une pierre violette, une pierre bleu nuit, une pierre verte, et des pierres roses au-dessus. Elle est vraiment très mimi, celle-là. C'est dommage du coup qu'elle soit seule. Et l'arrière est comme ça. Bon, ça me paraît plus récent. Au vu de la couleur, ça brille beaucoup trop. C'est beaucoup trop brillant pour être assez ancien, mais peut-être 90, années 90. Mais celle-ci doit être plus récente, certaine. Ensuite, nous en avions une en violet, donc celle-ci, elle fait ancienne. Et vous allez comprendre quand je dis ouvrage à l'arrière, vous voyez, ça doit être un bijou fantaisie, donc en forme d'étoile.
violet et blanc. Et derrière, vous voyez comment c'est ouvragé, comment ça a été monté en fait. Même si c'était des bijoux fantaisie, le montage était beaucoup plus solide, c'était pas que des points de colle, quoi. Ou c'était pas comme une que je vous ai montrée. Vous voyez que c'est moulé, enfin, on a l'impression que ça a été moulé en fait l'arrière. Alors qu'ici, les pièces à l'arrière ont été serties. Donc celle-ci s'accroche comme ceci. Donc celle-ci peut-être années 60. Pas avant, je ne pense pas. Je dirais fin 50-60, mais pour moi c'est plus années 60. Et elle a dû subir un choc parce que c'est tordu. L'attache est un peu tordue derrière. Et ensuite nous avions un camailleux de bleu. Donc nous avons le même style de pendant que la première transparente, un espèce de pendant triangulaire. On a un peu dans la même idée, je vais dire, mais avec un strass bleu et des strass incolores, entre guillemets. Et ça aussi, ça me paraît plus récent quand même. Mais je peux me tromper s'il y a des gens qui reconnaissent mieux les bijoux fantaisie que moi. N'hésitez pas à me le dire. Donc ça, c'était pour la première bleue. Et ensuite, il y a ces deux-là. Voilà. Une en épi et une en goutte, beaucoup plus foncée, imitation saphir. L'arrière de celle-ci est comme ça. Après, dans les années 60, ils commençaient déjà à faire des fonds comme ça un peu... il y a une impression d'être un peu moulé. Voilà. Mais ça restait un petit peu ouvragé, entre guillemets. Donc peut-être années 60, celle-ci. Celle-ci, je la regarde un peu parce qu'elle est marquée. Ah ben ça, c'est une Sarah Coventry. Donc Sarah Coventry, qui faisait des bijoux fantaisie. Donc Sarah Coventry, je pense que ça commence à la moitié des années 40, mais ça a couru jusqu'aux années 60, voire 70, je pense. Donc celle-ci est fatalement pas des années 40. Il faudrait que je me renseigne plus, je vous le dirai là si j'ai pris le temps de me renseigner, mais Sarah Coventry, c'est peut-être même au-delà des années 60, hein, je peux me tromper. Mais pour moi, celle-ci est des années 60. Voilà. Vous voyez, ça commençait à lisser derrière. Vous voyez un peu la différence avec celle-ci, au niveau du montage arrière. Voilà, c'était un montage un peu plus fait en série, en fait. Je l'appelle ça un moule, mais il y a certainement un autre mot. Mais voilà, c'était des bijoux beaucoup fait en série, des séries un peu plus grosses que les bijoux fantaisie des années précédentes, enfin des décennies précédentes. Mais ça, c'est une Sarah Coventry, mais qui est toute seule. Mais après, vu comment c'est écrit derrière, ça me paraît récent aussi. C'est pour ça que je dis années 60, 70 peut-être. Sarah Coventry, ça a peut-être couru jusque dans les années 80, parce qu'après, ce genre de bijoux, dans les années 90, 2000, c'était plus trop la mode. Donc c'est pour ça que je m'arrête vraiment, entre guillemets, aux années 80. Et bien voilà, c'était mon premier colis, le plus petit. Et on va passer au second. En train de voir, ça fait vraiment un angle de vue bizarre, mais bon, c'est le plus simple que j'ai trouvé pour l'instant. On va passer à celui-ci. Donc, hop là. Donc, du coup, je sais ce que j'ai reçu, mais je ne sais pas dans quelle boîte c'est. Donc, c'est la surprise. Et oui. Alors, celui-ci m'a coûté plutôt cher, en fait. Parce que j'ai fait une crise. Donc je vous promets, un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Caméra à couper comme d'habitude. Bref, je vous disais en fait, j'avais vu sur le site La Belle Emmaüs un chapeau, j'avais hésité à l'acheter, il était magnifique, c'était un chapeau de paille je pense des années 40. Il le faisait à 30 €, je ne sais pas pourquoi j'ai hésité et à ce prix-là il s'est vendu vite. Donc à ce moment-là j'ai fait une crise de chapeau, c'est-à-dire qu'il y a des moments quand je rate une affaire, et ben, il faut absolument que je retrouve un truc qui ressemble ou un truc qui compenserait ce que j'ai raté. Donc j'estime que c'est une forme d'achat compulsif parce que c'est pas normal. Je veux dire, bon, j'ai raté une vente, c'est pas problématique. Des chapeaux, il y en a plein dans le monde. Et ben non, il a fallu. Donc celui-ci, je sais que je l'ai acheté plutôt cher en fait parce que, comme je vous disais, c'est un système de... C'est un système d'enchères, je recherche le prix en même temps. Donc il est beau, hein, c'est pas le problème. Je vais y arriver. Je l'ai payé, voilà, j'ai fait un système d'enchères et je me suis un peu lâchée et je l'ai payé 64 $. Ce qui est énorme pour un chapeau, sachant qu'après, comme je vous expliquais dans la première partie, il a fait que je paie ce qu'il appelle le handling, donc l'emballage, la taxe de l'État et la livraison, plus la livraison États-Unis-France. Donc ça fait cher le chapeau. Mais voilà, je vous le montre. Ils l'ont mis dans du plastique. Et j'aime pas beaucoup quand ils mettent des vêtements dans du plastique, parce que normalement c'est pas beau.
emballer ses vêtements dans du plastique, hein, je vous le dis, enfin moi j'aime pas ça. Donc là c'est un chapeau de paille et je ne suis quand même pas déçue parce que il m'arrivait en France d'acheter des chapeaux aussi chers, hein. Je vais vous montrer ma collection de chapeaux, je vous expliquerai tout ça, parce que quand vous faites des salons vintage sur... Enfin bref, quand vous faites des salons vintage, je vais y arriver, hein, il y a forcément des accessoires qui sont plus attractifs d'autres. Enfin, le béret, ben, les bérets c'est des bérets, donc on ne peut pas vous vendre cher, mais un chapeau à l'eau, comme je vous l'expliquais, un grand chapeau des années 30, un chapeau avec de gros ornements, dans les salons vintage, vous montez à 50, 60, 80, 90 euros. Sur des plateformes de vente spécialisées, c'est pareil. Donc, je l'ai acheté cher, mais dans les prix de l'ancien, entre guillemets. Bon, de toute façon, je ne l'ai pas acheté pour le revendre. Et donc, j'ai blablate, le voilà. J'ai arrêté de blablater parce qu'en plus, j'ai plus de mémoire, donc c'est idiot. Voilà. D'abord, il y avait la couleur, parce que sur la photo, il était posé à plat comme ça. C'est pas une belle photo, mais déjà, il est rouge et noir. Et en fait, il est en paille. La partie rouge est en paille et tout le tour est un velours. Et posé comme il était, je me suis dit ça c'est un chapeau. Donc pour moi il est des années 40, peut-être fin 30, mais plutôt je dirais années 40. Et c'est forcément à l'eau parce que posé à plat il rendait pas joli, mais moi j'arrive à visualiser les chapeaux maintenant. C'est tout un art de visualiser la forme d'un chapeau. Et il doit se porter comme ceci, sachant que l'intérieur est complètement en velours noir en fait. Et ici vous avez une sorte de bande avec le velours, je sais pas si vous verrez bien. Là en fait parce qu'il doit se poser je pense, voilà, il va être magnifique. Bon là j'ai ma pince à cheveux donc c'est pas terrible, je vous relève un peu, mais il doit se poser comme ceci, c'est à dire qu'à l'arrière tout le monde voit la paille rouge et le velours noir, et à l'avant vous ne voyez que le velours noir, donc il sera posé comme ceci avec une coiffure adéquate, il va être magnifique. Le combo velours paille c'est rare, j'en ai jamais vu en fait. En général vous avez le chapeau en paille et vous avez un petit nœud en velours. Voilà. Et le combo rouge et noir, j'en avais, mais aussi beau que ça, j'en avais jamais vu. Donc je vous le mets de profil, voilà, je vais essayer de faire assez vite, vous voyez. Il a un petit côté chapeau chinois, parce que c'est vraiment une toute petite boule sur le côté, parce qu'en fait il se porte vraiment, je pense, à l'arrière. Vous voyez bien, là, vous avez le rebord, donc il se pose comme ça sur la tête. Et vous avez votre tête ici, et votre chevelure, donc en général, moi je fais des boucles devant. Enfin bref, là je n'ai aucun regret, d'ailleurs là je vous le montre à l'envers, parce que l'étiquette est là. Il a une étiquette, il s'appelle Nourine Fashion. Donc je pense que c'est une marque américaine parce que là j'ai fait d'autres achats sur Goodwill et j'ai un autre chapeau, j'ai confondu les deux, j'ai un autre chapeau dans ce style qui est de la même marque. Donc j'ai cru que c'était l'autre qui allait arriver en fait. Je me suis aperçue en revérifiant mon listing d'achat que c'était celui-ci. Donc j'ai deux chapeaux, donc ça c'est le premier, de la marque Nourine Fashion, voilà. Bon l'étiquette fait pas très années 40 ou 50 je trouve. Enfin si, pas années 40 je veux dire, je pense vraiment que c'est un chapeau des années 50, mais quand même il a une forme halo qui fait très années 40 quand même. En étiquette je suis pas très douée, donc là elle a un peu défaite, donc je vais m'amuser à la recoudre parce que l'étiquette pour moi fait partie du design du chapeau, donc je la garde, donc voilà, il se porte comme ceci, il va être juste, voilà. Bon, ben, j'ai malheureusement vendu un tailleur rouge, enfin pas vendu, mais sur ma dernière vidéo, vous avez vu sur ma chaîne Madea Victoire, j'ai fait un échange parce qu'ayant grossi, je ne rentrais plus dans ce tailleur rouge. Maintenant, j'ai des regrets d'avoir des grosses fesses. Parce qu'avec le tailleur rouge années 40 que j'avais, comment vous dire? Voilà, donc il est juste magnifique. Si j'ai le temps, je vous ferai un porté-chapeau parce qu'il est vraiment très beau. Et il ira bien avec mon autre petit chapeau rouge. J'ai un petit chapeau rouge et blanc, je vous ai montré dans une autre vidéo unboxing, je vous mettrai le lien. Voilà, des chapeaux rouges, j'en ai pas beaucoup. Contrairement à beaucoup de couleurs qui sont plus faciles à trouver, le rouge non. Bref, c'était mon deuxième colis, je suis contente. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, bon Dieu, tu l'as acheté trop cher, mais là je le vois en vrai, de près. Un chapeau comme ça, enfin, avec tout le style qu'il a, c'est pas de mal avec, j'en trouverai un aussi beau. Donc je suis contente, mais un petit peu, bon bah du coup, ça fait un chapeau de plus, quoi, donc je sais pas où je vais le ranger. Voilà. Bref, on va enchaîner sur le troisième colis. Parce que je n'ai plus de carte mémoire. Mais ce chapeau m'a refait. Mais vous verrez là, dans les autres colis que je vais rapatrier, j'ai fait une razzia sur les chapeaux. J'ai vraiment un problème. Mais ils sont beaux, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont beaux. Et ce que je vous disais, les gens ont plus l'habitude des chapeaux, mais en fait ils trouvent ça beau. J'ai été à un mariage récemment. La tenue de soirée que j'avais, je portais un chapeau à l'eau en paille. D'abord il faisait très chaud donc c'était parfait. Le brunch du lendemain, j'avais un chapeau cloche aussi en paille rose pour bien me protéger du soleil. Mais les gens voyaient que ça en fait, on a tellement plus l'habitude des chapeaux, mais c'est tellement beau. Portez-en. Il y en a partout, mes amis.
mon deuxième colis, qui est celui-ci. Alors celui-ci, c'est quelque chose que j'ai rarement vu en France. C'est pas que ça n'existe pas, hein. Ça existe, j'en ai vu en salon, mais un peu compliqué. Un peu compliqué de trouver ça hors salon vintage. Je m'excuse, c'est pas très poli. Je rallume mon téléphone comme ça, je vous dirai le prix en même temps. Donc celui-ci, je le déballe. Il a été extrêmement bien emballé, vous voyez, et pour cause. D'abord parce qu'il vient de loin. Oh là là là. C'est le premier de ma collection. Et oui, malheureusement, toujours un premier atout. C'est un, alors ils appellent ça Vintage Anton Peak Wooden Box Purse. Voilà, quel accent. Je l'ai payé 46 $ et avec tous les frais d'envoi, c'est monté à 60 $. Mais alors, pas de regret. Alors ça, s'il y a des connaisseurs, pour moi ça c'est années 60. Donc, je le dis en français maintenant que vous le voyez, c'est tout simplement un sac à main en bois. Ça a été très la mode, je pense, très la mode. Ça a été très la mode. Ça a été très à la mode dans les années 60, mais je pense qu'il y en a eu avant. Celui-ci me paraît extrêmement bien travaillé. Je vais le mettre plus près quand même. Parce que dans les années 60, ils vendaient en fait des boîtes nues, entre guillemets. Ça je sais parce que je suis une femme sur TikTok qui a un musée chez elle, mais vraiment. Elle a une pièce remplie de sacs à main, elle a toute une collection de ça, et elle explique que ceux des années 60 étaient nus, donc un bois un peu plus brut, et en fait c'était ben, j'ai pas y arrivé. C'était à faire soi-même, j'y arrivais, hein, parce que c'est des mots anglais qui me viennent, mais je suis française, alors dis-le en français. C'était des sacs à main à faire soi-même, en gros vous prenez un papier journal, une image qui vous plaisait, vous savez, et vous le colliez par-dessus. Celui-ci il a une poignée en lucite. Le dessin est peint sur le bois est verni, donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il soit des années 60. Vous voyez, il a même ces petites charnières comme ça qui font plutôt anciennes. L'ouverture là fait très ancienne. Oh là 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 là. Je pense plutôt, alors je me renseignerai parce que comme je vous dis, les sacs à main en bois, pour moi c'était années 60, mais peut-être que celui-ci est des années 50. Il est trop mignon à l'intérieur et peut-être même, alors pour moi ça fait usage de sac à main, mais à l'intérieur me fait penser à une boîte à mercerie, vous savez, pour mettre vos ouvrages de couture, vos fils, vos aiguilles, mais normalement c'était à usage de sac à main. Il est magnifique. Bon, moi j'en servirais de sac à main, vraiment, et la couture. Mais celui-ci, moi je pencherai années 50, parce que la fermeture est quand même extrêmement bien travaillé, vous voyez, ça claque comme ça, vous avez deux petits boutons là, et hop. Il est en excellent état, mais le bois est même pas éraflé, enfin la lucite, les attaches sont magnifiques. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plus connaisseur sur cette mode des sacs bois, vous voyez, il a été verni, il a ses petits pieds. Je peux me tromper, hein, ça peut être plus récent, mais moi c'est la poignée qui me fait cet effet années 50-60. Pour sûr, je dirais pas avant la décennie 50, mais la poignée comme ceci là, pour moi c'est typique d'un style années 50-60. Voilà, vraiment à cheval sur les années 60, hein, pas début 50, je dirais 55 à jusque les années 70, parce que ce genre de choses aussi dans les années 70 se faisait beaucoup. L'idée d'avoir un sac à main en bois, mais celui-ci, vous voyez, c'est des petits motifs, donc c'est une boutique en fait. Le motif, vous voyez, vous avez la vitrine, les petites filles qui regardent, les gens en calèche, c'est vraiment verni, hein, c'est extrêmement lisse, c'est vraiment un bois verni qui a été peint et verni, et tout autour vous avez une petite scénette. Vous voyez là, ça doit être un marchand, mais c'est un épicier, hein, il y a du fromage, il y a la balance, là il y a le fromage, la balance, tout ça, là vous avez la fleuriste, voilà, vous voyez. Donc pareil, hein, techniquement, quand je l'ai... Celui-là, je l'ai pris aussi en enchère, je le trouvais un peu cher, mais j'en ai jamais vu en France. Même en salon. C'est pas... J'en ai vu ailleurs, hein, parce que bon, je m'intéresse beaucoup à l'ancien, donc j'ai découvert ce type de sac à main. Mais vraiment, en France, j'en ai jamais trouvé. Il y en a eu un autre à vendre sur le site Goodwill, et j'ai pas enchéri parce que là les prix étaient montés haut, donc je sais pas pourquoi. Genre c'était monté à 80 $, enfin bref. J'ai pas insisté parce que je dépense déjà assez comme ça. Hein. Et là vous avez un magasin de jouets, c'est écrit en anglais.
Children Toys, voilà. Donc, par contre, je n'ai pas de nom, je n'ai pas de marque. Bon, ça vient de Goodwill aux États-Unis, mais ça a pu appartenir à une famille anglaise qui s'est établie là-bas ou autre. Là, je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas de nom. Ah si, j'ai un nom sur... parfois, vous avez des noms sur les systèmes d'ouverture parce que vous avez la marque. Vu comment la marque est écrite, oui, je dirais années 50-60, England, et ben voilà. Et bien voilà, c'est comme le port-salut, c'est écrit. Donc vous avez la marque ici. Bon, je ne vais pas vous le montrer, je ne sais pas si le zoom vous le fera. Ça s'appelle Heney, H-E-N-E-Y. Et en face, vous avez écrit England. Donc voilà, c'est un sac britannique. C'est bien ce qui me semblait, parce que c'est vrai que le décor faisait très ruelle et boutique anglaise de l'époque Victoria, on va dire. Du début du siècle dernier, si vous voulez. Bref, on va attaquer le dernier. C'est un autre sac. Alors, celui-là, plus vieux que le premier. Je me dépêche. Parce que la vidéo va être très très longue. Le voilà. C'est un sac, une bourse sac entièrement en perles noires, un peu usé par le temps. Mais bon, celui-ci doit être des années 40. Vous voyez, il y a des endroits, les petites perles. Voilà, les petites perles sont tombées. Mais alors, rien de grave. C'est-à-dire que par rapport à l'âge du sac, ces petites perles-là qui ont disparu, c'est rien du tout. Parce que tout le reste, même le fond, il est magnifique. Donc c'est une bourse. Il est semi-rigide par contre. Je pense qu'ils ont mis quelque chose à l'intérieur pour le maintenir. Donc il était bien emballé et dans des petits coussins comme ceci. Et... ouais, années 40. Parce que là c'est un petit bouton pression. C'est peut-être même à cheval entre les années 30 et les années 40. En tout cas, c'est une bourse de soirée. Alors pour une bourse de soirée, par contre, vous voyez, c'est assez grand. J'ai des bourses de soirée, on y met un peigne et un rouge à lèvres. Hein. C'est vraiment... non, il est rigide. Et il a été fait main. Ou fait sur commande, puisque c'est custom made by Kalem. Donc Kalem, c'est une marque qui me dit quelque chose. Donc ça, par contre, Kalem et le design de l'étiquette, c'est vraiment très... pour moi, c'est américain. Là, ce n'est pas un sac britannique. C'est vraiment du fait main américain. Voilà. Et je pense que je dois avoir des sacs dans ce style que j'avais acheté auprès de ma copine Nirine, celle où je vous ai fait un haul il n'y a pas si longtemps. Et c'est vraiment ce même style de sac. Et elle aussi, je sais qu'elle récupère des affaires des États-Unis. C'est vraiment ce style. Donc ça, c'est années 40. Peut-être pas à cheval années 30, années 40, j'exagère. Ça doit être plutôt un sac de soirée années 40. Et celui-ci, il est magnifique. Et celui-ci, je ne vous ai pas dit le prix. Alors, Vintage Kalem Black Beaded Sequin Purse. Et je l'ai payé... alors voilà. Ça fait partie des choses que je suis heureuse. Je l'ai payé hors taxe 15$. Voilà, donc pas de regret. 15$ et avec les frais d'envoi, l'emballage et la taxe de l'État, en gros vous comptez 11$ de plus. Donc en gros c'est un sac que j'ai payé 25$, donc 24€. Je sais plus le taux d'échange auquel je l'ai acheté, mais voilà, c'est un sac que j'ai acheté, on va dire 24€. Donc là, pas de regret. Il a donc sa anse qui est en très bon état, parce que ça m'inquiétait un peu, souvent elles sont décousues ou abîmées. Bon, alors celle-ci n'a rien, c'est-à-dire que donc, le dessous c'est une bande de tissu, hein, mais elle est en très bon état, donc portable. Il est tellement épais d'ailleurs qu'il est lourd, hein, il est vide, et voilà, mais il est vraiment rigide, hein, vous voyez. Tout l'intérieur, ça doit être cartonné, vous voyez, c'est bien rond. Quand j'appuie là, c'est dur, tout l'intérieur doit être cartonné, donc en plus quand vous mettez des affaires, vous voyez là le fond là, comment ça sonne. Donc il est vraiment lourd, il est bien épais, donc en plus, comme oui, je voulais dire que vous mettez des affaires, bon d'une, du coup vous ne pouvez pas mettre tout ce que vous voulez puisqu'il ne peut pas s'étendre. Par contre, si vous avez des objets fragiles, ils ne vont pas s'écraser. Donc clairement, c'est pas une bourse molle, donc ils ne vont absolument pas s'écraser. Et bon, là vous avez caché, vous avez entendu. Et même le bouton pression est en parfait état. Souvent ce qui pêche aussi, c'est soit la anse qui est mangée, qui est normal, ou là, souvent le bouton pression commence à être décousu, ou alors c'est la partie bouton qui se découd. Mais voilà, il est tout en perles, et à chaque pli, vous voyez, ça fait comme des plis, vous voyez, un pli, un motif, un pli, un motif, un pli, un motif. Voilà, il est juste magnifique, et à part les petites perles sur le bord là, il ira très bien dans ma collection, il est super beau. Donc voilà mes petits loulous, et ben
2 sacs, un chapeau et des boucles d'oreilles solitaires. Voilà, donc je savais pas trop si cette vidéo je la posterai sur mes 2 chaînes, mais non, je vais la poster sur la chaîne Madea Victoire pour le coup, parce que comme je fais rapatrier mes colis, j'étais pas sûre de ce que j'allais recevoir. Un petit peu au petit bonheur la chance. Et bah du coup, il n'y a que de l'ancien. Bon, je pense qu'entre les 2 sacs, c'est le sac bois mon préféré, parce que le sac perle de ce format-là, j'en ai pas, mais de ce type de bourse, j'en ai déjà. C'est pas rare de retrouver en Europe. Le sac bois, déjà, c'est le premier de ma collection, je pense. Ou peut-être que je ne ferai pas de collection, ce sera peut-être le seul, peut-être que je serai sage. Et quant au chapeau, ben, le chapeau il est juste magnifique, donc je suis contente, et les boucles d'oreilles aussi, je vais pouvoir en faire des broches, des pinces à cheveux, enfin, je me débrouillerai. Voilà mes petits loulous, donc là cette partie-là de la vidéo est à l'arrache, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Et voilà mes petits loulous, je vous laisse là-dessus parce que la vidéo va être très très longue, je m'en excuse, mais voilà, je voulais bien vous expliquer les choses. Bref, je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur. Et surtout, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!